n'est plus dans la trajectoire des 2 derniers siècles avec une espèce d'ouverture, une espèce de possibilité d'expansion infinie. Non, on est sur une petite boule bleue, la Terre, il n'y en a pas d'autre dans le coin. L'humanité est confrontée à des limites qui sont celles de la planète. La population humaine va avoir été multipliée par 10 entre 1800 et 2050. Et donc il faut qu'on trouve les moyens de vivre tous ensemble en paix dans une planète dont les ressources sont limitées. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Les sociétés humaines ont longtemps reposé sur un mode d'exploitation de la nature dit traditionnel, basé essentiellement sur l'agriculture, l'artisanat, le commerce et l'utilisation d'énergies naturelles telles que l'eau, le vent ou la force musculaire. L'impact négatif de l'homme sur son environnement était négligeable. Mais à la fin du XVIIIe siècle se produit un bouleversement radical, d'abord en Grande-Bretagne, en Belgique, puis en France, qui prend le nom de révolution industrielle. Dès lors, le paysage industriel se couvre d'usines avec leurs hautes cheminées crachant une fumée noire, génératrice des premières pollutions de grande ampleur et émettrice de dioxyde de carbone. Dans les années 1950, avec l'émergence de la société de consommation et le boom économique des 30 Glorieuses, les pays industrialisés ont besoin de quantités de plus en plus importantes de pétrole et de gaz naturel. Dans le même temps, des études scientifiques viennent étayer ce discours en mettant à jour les interactions entre l'homme et son environnement naturel qui peuvent mettre en danger de manière irréversible la planète. Ainsi, les scientifiques, qui notent depuis 20 ans une diminution exponentielle des glaciers, prévoient leur disparition totale dans les Alpes d'ici 2050 si le réchauffement climatique perdure. Le Pastersee, glacier du plus haut sommet autrichien, recule de 25 à 30 mètres chaque année. Il a perdu 3 km depuis 1852. Et ce phénomène s'est même accéléré pendant les 10 dernières années. Les études internationales ont démontré que l'explication la plus plausible à ce retrait est le réchauffement climatique de notre planète. Afin de lutter contre ce phénomène et provoquer une prise de conscience rapide et forte à l'échelle mondiale, les Nations Unies ont initié depuis près de 3 décennies des négociations qui ont pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables du dérèglement climatique. Le protocole de Kyoto, adopté le 11 décembre 1997, est le premier de ces engagements internationaux visant à protéger la planète. Mais pour bien comprendre les tenants et aboutissants de ce protocole, revivons étape par étape tous les événements qui ont conduit à sa ratification. À la fin du XVIIIe siècle se produit un bouleversement radical, d'abord en Grande-Bretagne, en Belgique, puis en France, qui prend le nom de révolution industrielle. C'est le passage d'une société essentiellement agricole à une société industrielle. Les entreprises, les usines voient le jour. Le travail s'automatise et permet de produire davantage. Cette industrialisation est permise par les progrès technologiques et scientifiques. L'agriculture est mécanisée et devient productiviste, et la population qui vit une véritable transition démographique augmente. Elle constitue une main-d'œuvre abondante, renforcée par les ouvriers agricoles devenus trop nombreux. L'exploitation minière se généralise dans tous les États européens. Les transports, chemins de fer ou automobiles, la sidérurgie, les manufactures sont gourmandes en énergie. L'utilisation des combustibles fossiles débute.
Le pétrole découvert aux États-Unis au milieu du 19e siècle permet le développement de l'industrie automobile naissante, qui connaît ses premières heures de gloire avec le constructeur américain Henry Ford, et de l'aéronautique avant de bouleverser le monde industriel en se substituant au charbon après la Seconde Guerre mondiale. Les émissions de dioxyde de carbone grimpent alors en flèche. Depuis la révolution industrielle, le recours massif d'abord au charbon, puis aux énergies fossiles, a généré des émissions de gaz à effet de serre, en gros depuis la fin du XVIIIe siècle. Dès la fin du XIXe siècle, le Suédois Svante Arrhenius avait mis en évidence la responsabilité de l'activité humaine dans le réchauffement climatique. Il expose en 1895 devant l'Académie des sciences de Suède le principe de l'effet de serre. Le lien entre les gaz à effet de serre et le réchauffement, il est établi depuis plusieurs siècles en fait. Donc ce n'est que depuis qu'on a des ordinateurs que l'on peut maintenant quantifier mieux les choses, mais les bases théoriques et expérimentales à propos de l'effet des gaz à effet de serre sur le réchauffement sont connues depuis très longtemps. Les rayons du Soleil passent à travers l'atmosphère où ils perdent une partie de leur énergie, puis atteignent le sol terrestre. Cette énergie est absorbée en partie par la surface terrestre, qui la convertit en chaleur, puis réfléchit ensuite en direction de l'atmosphère des radiations à infrarouge. C'est l'effet de serre naturel. Sans ça, la Terre aurait une température négative de l'ordre de moins 30 degrés. Et grâce à ça, nous avons une température qui permet à l'homme de vivre. Or, l'atmosphère est composée de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone. Arrhenius préconise donc d'être vigilant au rejet de CO2, conséquent à l'utilisation des combustibles fossiles qui peuvent réchauffer la température terrestre. Il y a un équilibre qui existe, qui est fragile. Et la question, c'est d'essayer de ne pas trop modifier cet équilibre, parce qu'autrement, on pourrait avoir quelques surprises. Cependant, ces propos ne reçoivent aucun écho. Cette hausse, qui naît au XIXe siècle, grimpe en flèche après 1950. Dans les années 40, les progrès techniques permettent de constater que l'augmentation d'émissions de carbone entraîne une hausse des radiations à infrarouge, qui, comme l'explique Gilbert Place en 1957, conduit à un réchauffement climatique. C'est là que débute également la période économique faste des 30 Glorieuses. Elle voit l'émergence de la société de consommation. Le baby-boom des années 50 a engendré une population nombreuse, dont les revenus augmentent et les conditions de vie s'améliorent. Elle consomme davantage. Pour satisfaire ses besoins, les pays modernisent leur économie, produisent en masse et s'industrialisent. C'est tout au début de cette formidable période de croissance économique que la première accusation est lancée contre l'activité humaine, jugée responsable du réchauffement climatique. En 1956, les premières mesures régulières de dioxyde de carbone à Hawaï et en Alaska sont mises en place et mettent en évidence la croissance de la concentration globale du CO2. Au début des années 70, on remarque curieusement une baisse des émissions rejetées par le pétrole et le gaz. Cette baisse est la conséquence des chocs pétroliers. Les 16 et 17 octobre 1973, les pays arabes, membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, annoncent un embargo sur les livraisons de pétrole. Le prix du baril de brut augmente alors de 70% et la production de pétrole baisse de 5% chaque mois. Les Occidentaux mesurent alors à quel point ils sont énergétiquement dépendants. Certains s'étaient déjà engagés dans l'énergie nucléaire et décident d'y consacrer davantage de moyens, tels les États-Unis et la France, qui possèdent l'équipement en centrale nucléaire le plus important au monde. On s'est rendu compte brutalement que tout cela avait une fin et qu'il fallait commencer à économiser l'énergie, à penser aux énergies renouvelables. C'est la première fois probablement que le choc énergétique a été si brutal. Les pays consommateurs de pétrole se regroupent ensuite pour créer l'Agence internationale de l'énergie en 1974.
toutefois très peu tournée vers le développement d'énergies renouvelables, auquel elle n'a consacré que 2% de son budget en 2009, l'AIE s'est vue doublée par l'Agence internationale de l'énergie renouvelable, l'IRENA, qui compte 136 pays issus de tous les continents. Les énergies dites renouvelables regroupent principalement l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, la géothermie, l'énergie marémotrice. Elle s'oppose aux énergies dites fossiles. Pétrole, charbon, gaz. Dans les années 60-70, alors que les 30 Glorieuses vivent leur dernière décennie de croissance, le mouvement hippie s'étend à travers le monde. Dès les années 50, vous avez des gens qui se posent des questions. Et donc ces courants-là, en fait, existent au nord, existent aussi au sud, dans les pays en développement, avec la dégradation des environnements locaux. Des gens comme René Dumont, l'Afrique noire est mal partie, des choses comme ça. Et donc, si vous voulez, dans les années 60, ça monte un peu. Et donc, c'est pas un hasard si de 68 à 72, ensuite, ça se coagule. Dès la fin des années 1960, les changements sociaux font émerger une conscience écologique qui s'impose progressivement dans tous les milieux et principalement au sein des mouvements politiques des pays développés. De leur côté, deux scientifiques, Syukuro Manabe et Richard Wesserald, prédisent que les émissions de CO2 vont doubler d'ici les années 2000 et que la température va augmenter de 2,5 degrés Celsius. En 1972, la conférence des Nations Unies qui se tient à Stockholm attire l'attention sur le fait que la pollution est transfrontalière et nécessite une action concertée de tous les pays. On ne peut pas résoudre le problème en disant je vais prendre les 3 ou 4 pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, on va faire quelque chose ensemble et puis les autres, on verra plus tard. Non, parce que ces pays qui sont pauvres aujourd'hui, par les choix qu'ils font aujourd'hui, vont déterminer les émissions de 2050, les émissions de 2100. C'est à Genève, en 1979, lors de la première conférence mondiale sur le climat, que sont présentées des corrélations entre l'activité humaine et le changement climatique. La déclaration appelle tous les pays à prévoir et prévenir celles des conséquences possibles de l'action de l'homme sur le climat qui pourrait nuire au bien-être de l'humanité. Ce sont en quelque sorte les signes annonciateurs à un niveau international et public et officiel, puisqu'il y a des ministres qui participent, du fait que les changements climatiques vont devenir un sujet très important. En effet, les mesures de température terrestre ont montré une forte hausse inhabituelle depuis 150 ans. Cette augmentation est encore plus importante à partir des années 80 et accélère encore à la fin de la décennie, pendant laquelle la communauté scientifique internationale effectue de sérieuses avancées sur la connaissance du réchauffement climatique. On va être pendant plus d'1 siècle et demi à savoir qu'il y a problème, mais sans être capable de le mesurer, sans être capable d'en voir les effets. Tout va changer en 1985. 1985, on reconstitue l'histoire de la planète depuis 150 000 ans et on a là maintenant la preuve du réchauffement climatique et on sait le mesurer, on sait prolonger la courbe et voir comment les choses vont se passer dans le futur. La communauté scientifique internationale alerte les Nations Unies en 1988 sur l'urgence d'une réduction de 20% des émissions de CO2 d'ici 2005. Cette organisation regroupe presque tous les pays des Nations Unies. Elle travaille sur le fonctionnement du réchauffement climatique, ses conséquences sur la biosphère et sur notre système socio-économique, mais aussi sur les possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC explique que le réchauffement climatique est dû à l'effet de serre qui est engendré par certains gaz contenus dans l'atmosphère. On remarque une forte hausse de la présence de certains gaz dans l'atmosphère à partir du 19e siècle. Ces courbes mettent en valeur l'effet de serre additionnel qui s'ajoute à l'effet de serre créé naturellement. On désigne sous le terme d'effet de serre anthropique les émissions de gaz résultant de l'activité humaine. Dans l'effet de serre, il n'y a pas que le CO2. Il y a un ensemble de 6 gaz qui sont visés, par exemple, par le protocole de Kyoto. Mais on traduit l'ensemble par CO2 ou CO2 équivalent. En gros, voilà, du dioxyde de carbone,
bon gaz noir qui sent pas bon, qui est produit par les raffineries de pétrole, les usines à gaz, les mines de charbon, les centrales à charbon. Qui utilisent massivement, quels sont les secteurs qui utilisent massivement ces énergies? L'industrie, l'habitat. L'habitat, on se chauffe, on s'éclaire, on consomme énormément d'énergie et on rejette énormément de CO2. Les transports, et les transports, c'est à la fois le transport routier, mais également l'aviation qui ne cesse de s'accroître. Hein. Le kérosène, c'est du pétrole transformé, et les transports maritimes. Et puis enfin, dans les émetteurs de gaz à effet de serre, on a également l'agriculture, qui représente 17 à 18% des émissions totales, les transports étant 23%. L'habitat, pas loin de 40%. L'agriculture, elle émet, parce que d'abord, elle aussi, elle utilise finalement des véhicules diesel, des processus de transformation de ces produits, mais aussi parce qu'elle transforme les sols et que certaines productions agricoles, comme l'élevage, par exemple, sont extrêmement productrices de méthane. Et le méthane, c'est un des gaz réchauffants. Alors, il va rester moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2, mais il est 21 fois plus puissant que le CO2. Les rizières, par exemple, dégagent énormément de méthane. Enfin, une autre source très importante d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la déforestation. On considère que la déforestation, chaque année, représente près d'un quart, près d'un cinquième, 20% environ, des émissions de gaz à effet de serre mondiales. C'est-à-dire que quand on coupe une forêt, on libère du CO2, alors qu'à l'inverse, une forêt en absorbe. En mai 1989, suivant l'initiative de la France, des Pays-Bas et de la Norvège, 24 pays s'engagent à lutter contre l'effet de serre et donc à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre. La base factuelle qui est sur la table des négociateurs, des représentants des pays, c'est le premier rapport du GIEC, justement publié en 1990, et qui met très clairement, noir sur blanc, les faits sur la table, montre que la température est déjà en train de monter, que c'est probablement en lien avec les émissions de gaz à effet de serre, et surtout que si on laisse les choses aller sans aucune restriction, que le réchauffement va être très important et va avoir des conséquences dans toute une série de domaines. En 1989, c'est le Fonds pour l'environnement mondial qui est créé afin de permettre aux pays en voie de développement de protéger leur environnement. En 1990, se tient à Genève la seconde conférence mondiale sur le climat. Les 150 pays présents, au vu des rapports du GIEC, préconisent la mise en place de négociations afin d'aboutir à une convention internationale. Les choses sont allées très vite, parce que cette affaire climat est une affaire hors norme. Elle dépasse l'ensemble des affaires humaines. Ce qu'ont à discuter les responsables politiques, c'est clairement et simplement les conditions de vie sur Terre. En 1992, à Rio de Janeiro, au sommet de la Terre, une convention a été ouverte à la signature, la convention cadre sur les changements climatiques, qui véritablement reconnaît que les gaz à effet de serre contribuent au réchauffement du climat, reconnaît que c'est un problème global qui demande la participation de tous, mais reconnaît aussi que c'est suivant le principe des responsabilités communes, parce que l'atmosphère est évidemment un bien commun, mais partagé parce qu'un citoyen américain émet 25 tonnes de CO2 chaque année, un Européen une douzaine, et un habitant du Burkina Faso 300 ou 400 kilos chaque année. Et donc tout le monde doit participer, mais à la mesure de ses responsabilités. Très vite après Rio, on va s'apercevoir que les pays ne font pas le boulot. En fait, qu'on n'avance pas. Que les pays ont reconnu le sujet, mais que les politiques ne suivent pas. Et donc, il va y avoir un coup de semonce pour dire, on ne va pas en rester là, il faut passer à la vitesse supérieure. En 1995, face à une situation environnementale qui s'aggrave, les Nations Unies initient un cycle de négociations afin d'obtenir des pays industriels des engagements quantifiés en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette décision, première étape vers le protocole de Kyoto, porte le nom de mandat de Berlin. La communauté européenne se montre particulièrement volontaire quant à la fixation de quotas.
À ce moment-là, le deuxième rapport du GIEC indique plusieurs manifestations alarmantes de la hausse climatique. La plupart des glaciers de montagne fondent et certains vont disparaître. La banquise fond, elle aussi. Quant aux océans qui absorbent le CO2, on ne sait pas pendant combien de temps ils peuvent le garder, ni ce qui pourrait déclencher sa libération et quelles en seraient les conséquences. Tout le monde reconnaît que leurs eaux se réchauffent et qu'ils sont de plus en plus acides. Bien entendu, toute la vie marine est affectée par le réchauffement des océans. Certaines espèces disparaissent, tandis que d'autres se multiplient de façon disproportionnée et perturbent la chaîne alimentaire. En 1995, la publication d'un nouveau rapport par le GIEC conduit au protocole de Kyoto, qui est négocié en décembre 1997 au Japon lors de la 3e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Les 38 pays qui l'adoptent s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5% par rapport au niveau de 1990 pour la période de 2008 à 2012. Cette conférence de Kyoto aura une place singulière dans l'histoire humaine, parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on accepte une limite, et quelque part, pour dire les mots avec des sens simples, on organise un rationnement sur les émissions sur l'ensemble des pays industrialisés. Les négociations difficiles continuent à Buenos Aires en novembre 1998, puis à Bonn en novembre 1999 et à La Haye l'année suivante afin d'établir les modalités. Mais les pays ne parviennent pas à s'accorder sur leurs engagements en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En effet, l'Union européenne, plus engagée dans cette voie-là, plaide pour une action musclée en matière de protection de l'environnement. Le Carbon Club, de son côté, qui comprend les États-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, la Norvège et les pays de l'OPEP, s'opposent à l'instauration des quotas, car ils ne veulent pas freiner leur économie. Dans la négociation de Kyoto en 1997, on avait les Américains. Ils ont participé à l'élaboration de ce texte. Ils l'ont négocié avec leurs partenaires. En revanche, là c'était l'équipe Clinton, en revanche quand les Américains sont rentrés à la maison, le Sénat a dit « niet ». Nous, on ne signe pas ça. Ça nous impose une contrainte qui n'est pas imposée en revanche aux pays en développement. En 2001, alors que le 3e rapport du GIEC établit avec davantage encore de certitude que l'activité humaine influe sur le réchauffement climatique, les États-Unis, plus gros pays producteurs de gaz à effet de serre, annoncent qu'ils ne ratifieront pas le protocole de Kyoto. La séance de Kyoto, c'est 1997. Et le retrait américain interviendra en février 2001. Donc avec l'arrivée de George Bush comme président des États-Unis. L'Australie les rejoint. Malgré tout, les autres pays industrialisés décident de la ratification du protocole. Celui-ci est alors signé par 186 pays. Il semble que son application soit en bonne voie lorsque la Russie ajourne alors la ratification, bloquant sa mise en vigueur. Ce n'est pas tout d'avoir un texte sur lequel tout le monde est d'accord, ce qui était le cas à la fin de Kyoto en décembre 1997. Il faut encore que les différents pays qui ont un engagement dans ce cadre confirment leur engagement, et c'est quelque chose qui demande l'approbation des parlements. En effet, le traité ne peut entrer en vigueur que si 55 pays le ratifient. Et si les pays ayant ratifié émettent au moins 55% des émissions de CO2 de 1990. La Russie ratifie enfin le protocole de Kyoto en 2004, avant la conférence de Buenos Aires, qui peut alors mettre en place un dispositif contraignant. Toutefois, elle est entachée par le refus catégorique des États-Unis, de l'Inde et des membres de l'OPEP, qui refusent de prendre des engagements au-delà de la période prévue par le protocole, soit 2012. Le protocole de Kyoto vient à peine d'entrer en vigueur, sans les États-Unis, que sa prolongation jusqu'en 2012 est décidée à Montréal en novembre 2005, lors de la 11e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Il ne reste plus qu'à rédiger ce traité et à espérer que les États-Unis le signeront. Les États-Unis considèrent qu'en tant que grande puissance dominante de la planète, ils n'ont pas à être soumis à des traités contraignants dans le cadre des Nations Unies. Ils refusent ce côté supranational des Nations Unies qui s'impose par rapport aux lois nationales. En
2007, la conférence de Bali établit la feuille de route du futur traité de Copenhague. Elle stipule que les accords consécutifs au protocole de Kyoto devaient être réalisés au plus tard en décembre 2009. En 2009, voici les pays ayant ratifié le protocole de Kyoto. La conférence de Copenhague, lorsqu'elle s'ouvre en décembre 2009, concentrait beaucoup d'attentes dans l'élaboration d'un après-Kyoto. En effet, les rapports du GIEC indiquent que si la température s'élève de 2 degrés par rapport à 1850, les catastrophes et bouleversements climatiques seront terrifiants. Ce qui se joue, c'est une refonte totale des sociétés industrielles et c'est l'avenir des peuples qui sont aujourd'hui les plus pauvres sur cette planète. Si le chemin de développement que tous les pays ont suivi jusqu'à présent pendant le 19e et le 20e siècle, donc utiliser de l'énergie pas chère, pétrole, charbon, gaz, faire tourner toute une machine économique et améliorer les conditions de vie. Si ce chemin-là est barré, est-ce que ça veut dire derrière qu'ils vont être interdits de développement? Est-ce qu'on va être capable de garantir que les gens vont pouvoir continuer de vivre, de se développer et de prospérer là où ils sont nés? Et donc les pays en développement demandent l'accès aux technologies. L'une des grandes avancées de la conférence de Copenhague, ça a été l'accord pour la première fois des États-Unis d'avoir un programme de financement du développement sur 10 ans pour pouvoir faire en sorte que les pays les plus pauvres accèdent à de meilleures technologies. Et encore une fois, c'est la condition pour que ces pays soient dans l'accord. La tension est forte pour parvenir à un accord rigoureux et sérieux entre les 192 États membres de l'ONU. Et c'est d'autant plus compliqué qu'on n'est pas là 27 comme au sein de l'UE, on n'est pas comme pendant la guerre froide ou à Yalta, entre 3 grandes puissances. On est 192 pays. Et que ces 192 pays doivent s'accorder pour fonctionner sur un mécanisme commun qui autorisera les Nations Unies ou quelle que soit l'entité qui sera responsable, qui autorisera cette entité à venir voir chez vous ce qui se passe. C'est un défi à la souveraineté nationale, parce que c'est pas évident quand vous êtes Washington ou quand vous êtes Pékin ou même Brasilia d'accepter un regard extérieur sur la conduite de vos affaires intérieures. Obama était incapable de faire quoi que ce soit tant que la réforme sur la santé n'avait pas été adoptée. Parce que Clinton a essayé de faire la chose suivante. D'accord, je m'engage à Kyoto, je dis que je vais m'engager sur un traité pour montrer que je peux faire quelque chose, et je vais convaincre mon Sénat après. Cette méthode a totalement échoué. Aux États-Unis, on ne peut pas violer la volonté du Sénat, la souveraineté du Sénat. Donc, on savait d'entrée qu'il fallait laisser un peu Obama tranquille, lui laisser passer le cap de sa réforme sur la santé, pour lui permettre ensuite de faire passer un plan climat au nom duquel il pourrait s'engager avec des objectifs très très ambitieux. La conférence de Copenhague s'est achevée sur un accord à minima, une déclaration de principe résumant les engagements de quelques pays et n'a pas encore permis un engagement mondial. Les longues hésitations qui ont précédé la ratification du protocole de Kyoto résultent des intérêts contradictoires des différents pays. Les pays producteurs de pétrole et de charbon prônent l'immobilisme. La Russie, l'Arabie saoudite ou le Soudan tentent d'obtenir des dérogations sous prétexte qu'ils produisent de l'énergie. Les plus hostiles sont probablement les pays de l'OPEP, évidemment, puisque c'est leur business quand même qui est en cause. Hein. Donc on le voit très clairement dans la négociation. L'Arabie saoudite est très très en pointe pour bloquer, mais le Soudan aussi récemment l'a rejoint. Donc ça, les pays pétroliers, les producteurs de pétrole, c'est leur business, les énergies fossiles. Donc eux sont absolument pas partants pour un accord international et en tout cas font valoir qu'ils vont avoir besoin de gros budgets pour transformer leur économie. Les deux leaders mondiaux, les États-Unis et la Chine, sont conscients de la situation environnementale inquiétante, mais rechignent à s'engager dans des réductions sévères. La Chine, elle le prend plein pot, le réchauffement climatique. Elle est déjà en situation de stress hydrique, c'est-à-dire de manque d'eau. La désertification avance. Elle a une population très importante à nourrir, mais aussi à éclairer, à développer. Et elle voit bien que sa nature est en train de souffrir terriblement.
L'Australie, le Canada, l'Inde et le Brésil sont loin de respecter les objectifs de Kyoto, même si l'opinion publique se préoccupe de plus en plus de l'environnement. À ceci s'opposent les victimes du réchauffement climatique, comme les petits États insulaires d'Océanie, des Caraïbes et même de la Méditerranée avec Malte et Chypre, rejoints par certains pays d'Afrique subsaharienne, le Bangladesh ou la Bolivie, et qui plaident pour une réduction drastique des émissions de CO2 de tous les pays industriels. Dans les pays en développement, alors vous avez ce gros bloc hérité de la décolonisation qui s'appelle le G77, parce qu'au départ, ces pays étaient 77. À l'intérieur, vous avez un bloc qui s'appelle l'AOSIS, qui est l'Alliance des petits États insulaires. Là, ils sont 43. Et eux, ils sont particulièrement actifs, parce qu'ils ont de l'eau jusque-là. Et que si ça monte encore un peu, il y a des États qui vont carrément disparaître. Les Maldives disent, nous, on va protéger un quart de notre territoire et abandonner les 3 quarts restants au flot. Les Maldives, c'est 1200 îlots. Ils ne pourront pas tout sauver. Menacés en premier chef par la montée des eaux, les catastrophes climatiques ou la désertification, ils protestent contre l'irresponsabilité des pays industrialisés. Des populations, des territoires sont totalement déstabilisés par le fait que l'agriculture s'effondre, que les ressources en eau viennent à manquer et que les populations sont chassées sur les routes. L'Afrique, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais c'est le continent qui sera le plus affecté par le réchauffement. Ils ont principalement pu compter jusqu'à présent essentiellement sur le soutien de l'Union européenne, l'Allemagne en tête. Les précurseurs comme la Finlande, la Suède ou le Danemark furent les premiers à instaurer la taxe carbone. Engagée dans les années 90 dans un effort environnemental, l'Union européenne a signé en 2008 le paquet énergie-climat, qui est beaucoup plus strict que le protocole de Kyoto. C'est elle qui a pris qui a mis le plus sérieusement peut-être en œuvre le protocole de Kyoto, qui s'y est tenu. C'est la seule à ce jour qui soit en passe de respecter les engagements de Kyoto. Elle devait faire moins 8%. On est fin 2009, en passe, même fin 2008 déjà, on était à moins 6%. Donc on peut espérer que d'ici fin 2012, les engagements soient remplis. Le Japon, la Norvège et l'Union européenne s'engagent d'ici 2020 à baisser leurs émissions de 25% par rapport à 1990. La Corée du Sud consacre quant à elle 80% des investissements de son plan de relance à l'environnement. C'est en 1866 que le biologiste allemand Ernst Haeckel invente le mot écologie, qui vient de oikos, habitat, et de logos, science. Apparus dans les années 1960 en Europe et aux États-Unis, les premiers mouvements écologistes trouvent leur justification dans la critique de la civilisation industrielle et les aspects néfastes de la société de consommation. À la fin des années 60, on découvre les dégâts du progrès, on découvre les pollutions, on découvre les impacts sur la santé. Et à ce moment-là, naît ce mouvement écologique dans les pays industrialisés. Et puis, très très vite, il se pose non plus seulement des questions de pollution locale, mais aussi des questions de pollution globale. Et comme je le disais, 1968, on voit la Terre et cette espèce de boule bleue avec ses écharpes blanches de nuages vues de l'espace, et notre relation affective, notre compréhension de notre relation avec la planète bascule ce jour-là. Les grandes ONG internationales alertent régulièrement avec plus ou moins de succès l'opinion et les politiques sur les conséquences environnementales d'une conduite irresponsable de l'homme. WWF, Greenpeace, les Amis de la Terre, France Nature Environnement en font partie. Tout au long des années 1970, leur audience s'accroît auprès du grand public grâce à la diffusion de publications spécialisées, mais surtout grâce à leur entrée dans l'arène politique. En France, en Allemagne et en Scandinavie, des partis écologistes forment un groupe au Parlement européen. C'est en 1988 que le GIEC a été créé par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. C'était suite à une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui souhaitait avoir les meilleurs conseils, les meilleures informations triées
à partir de la littérature scientifique à propos de toutes les dimensions des changements climatiques, aussi bien les aspects purement climatologiques que les impacts et que les éléments de solution. Il a reçu, conjointement avec Al Gore, le prix Nobel de la paix en 2007. Je pense que si le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix en 2007, c'est justement parce que le comité Nobel a reconnu les liens de plus en plus étroits qui existaient entre la protection de l'environnement, la protection du climat en particulier, et la paix dans le monde. Un gaz à effet de serre est un gaz présent dans l'atmosphère terrestre qui intercepte les infrarouges émis par la surface terrestre. Il y a donc des gaz à effet de serre comme la vapeur d'eau, le protoxyde d'azote, le dioxyde de carbone, le méthane, l'ozone, naturellement présents dans l'atmosphère. L'effet de serre additionnel est dû au rejet de gaz résultant de l'activité humaine. Certains déjà rejetés naturellement, mais pire encore, l'effet de serre est aussi dû au rejet de gaz artificiels non présents naturellement dans l'atmosphère. Les principaux gaz industriels sont les halocarbures, qui absorbent à poids égal beaucoup plus fortement les infrarouges que le dioxyde de carbone. Ils sont surtout utilisés dans les systèmes de climatisation et de réfrigération, mais aussi dans la fabrication de mousses plastiques, de composants d'ordinateurs et de téléphones portables. La vitesse d'élimination des gaz à effet de serre varie grandement d'un gaz à l'autre et leur durée de séjour approximative dans notre atmosphère est variable. Le pouvoir de réchauffement des gaz, PRG, varie selon leur composition. On le mesure par rapport au CO2. Il correspond au poids de CO2 qu'il faudrait pour produire le même effet de serre que le gaz étudié. On parle alors d'équivalent carbone. Donc il y a toujours un peu cette pondération entre la durée de vie, qui est l'élément central, et ce que vous appelez le danger, c'est-à-dire le pouvoir de réchauffement global. Ces équivalents carbone nous permettent de comparer les émissions de gaz à effet de serre provenant de l'activité humaine. Avec le protocole de Kyoto, les pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% avant 2012. Chaque pays, à l'intérieur de ce protocole, avait ce qu'on appelle un partage du fardeau, burden sharing, qui lui imposait, à titre individuel, de réduire ses émissions. Par exemple, pour l'Europe, c'était moins 8% en 2012 par rapport à 90. L'Europe est en passe de le réussir. À l'inverse, des pays comme le Canada, qui devaient les réduire de moins 8, sont à plus 30. Le Japon plus 16, l'Australie qui n'a ratifié le protocole que décembre 2007, évidemment n'a encore pas engagé de coupe particulière parce que réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ça engage réellement l'économie d'un pays, ça engage votre mode de production et à terme votre mode de consommation. L'Union européenne à 15, elle est en train de réussir son passage, son examen de Kyoto. Elle a mis pour ça en place une contrainte sur ces industries les plus polluantes, ce qui doit représenter environ 11 600 entreprises européennes qui sont particulièrement énergivores. Donc on va retrouver les cimenteries, toutes les industries énergétiques, les centrales thermiques, les industries du verre, les papeteries, toutes ces grosses structures énormément consommatrices d'énergie ont un quota au-delà duquel, un quota d'émissions, au-delà duquel elles vont devoir payer. Les industries disposent ainsi d'un quota de permis de polluer, qui, lorsqu'il est épuisé, les contraint à racheter auprès d'entreprises non polluantes leur quota non utilisé. Et puis l'autre possibilité, on peut peut-être en parler maintenant, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de flexibilité, on appelle les MDP, mécanismes de développement propre. Moi, je suis une grosse papeterie allemande ou une grosse chimie française et j'ai un excès de quotas. Alors, je vais aller m'acheter une virginité en finançant un produit d'éolien ou d'hydraulique au Brésil, au Mexique, au Maroc, dans un pays en développement. Et les tonnes de CO2 que je vais éviter dans le pays en développement, elles seront rayées de ma facture. Mais vous, comme citoyen, on ne vous a rien demandé jusqu'à présent. Alors la taxe carbone, c'est là. La taxe carbone vise à décourager les pollueurs en les faisant payer en proportion de leurs émissions de CO2.
Elle s'applique uniquement aux énergies dites fossiles, pétrole, gaz et charbon, en fonction des émissions de CO2 qu'elles rejettent et ne concerne ni les énergies renouvelables, ni l'électricité. Émettre du gaz carbonique aujourd'hui, c'est gratuit. C'est gratuit. Si on veut diminuer ces émissions, il faut quelque part que ce gaz carbonique devienne payant. En tout cas, que nos systèmes de prix prennent en compte ces émissions. Et donc, entre deux technologies, deux pratiques, une qui émet beaucoup de gaz carbonique, une qui n'en émet pas, il faut qu'il y ait un avantage économique pour celle qui n'en émet pas. Il faut comprendre que la prise en compte du changement climatique rentre dans le fonctionnement des prix et du marché, et que la taxe est la manière de l'exprimer. Des efforts concertés sont possibles. L'Union européenne, par exemple, a fortement encouragé l'utilisation de combustibles moins polluants, la mise en place de règles plus strictes dans les secteurs d'activité tels que le bâtiment, très polluant, ou la sylviculture pour lutter contre la déforestation. Elle développe aussi la recherche dans l'énergie verte et met en place un programme d'éducation, notamment auprès des plus jeunes. Le recyclage devient une habitude admise par tous. L'Union européenne promeut ce même type d'action à l'étranger, dans des pays où les gouvernements n'ont pas les moyens de mener une politique environnementale. Au Mali, par exemple, où la déforestation gagne du terrain sur les terres cultivables, le gouvernement et l'Union européenne financent un programme de reboisement et d'irrigation, où l'éducation des populations prend toute son importance. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune énergie miracle. On a besoin de toutes les énergies qu'on peut trouver. Le nucléaire en fait partie. Or, malgré le protocole de Kyoto et ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre, la Banque mondiale a doublé ses financements aux énergies fossiles en 2008 et n'a consacré que 16% de ses investissements énergétiques aux énergies renouvelables. La Banque européenne d'investissement a quant à elle investi 4 fois plus dans les énergies fossiles que dans le solaire, l'éolien et le bois biomasse réunis. Ceci illustre l'incohérence de certains chefs d'État qui mènent des politiques énergétiques contradictoires aux engagements signés à Kyoto. Ce sont les énergies renouvelables. Sur le long terme, d'ailleurs, nous n'aurons pas d'autres énergies que celles-là, puisque tous les combustibles fossiles et fissiles, l'uranium aussi, sont en quantité limitée à la surface de la Terre. Est-ce que vous savez qu'en 1 heure, la Terre reçoit du Soleil l'équivalent de la quantité d'énergie consommée par toutes les activités humaines dans le monde en 1 an? Ce qui est le plus difficile à résoudre, c'est pas le problème des bâtiments, c'est pas leur chauffage, c'est pas l'électricité même, c'est les carburants. La dernière goutte de pétrole, la dernière tonne de carbone émis sera émise dans un avion. Le GIEC indique que la concentration en CO2 actuelle est la plus élevée des 650 000 dernières années. Cette forte hausse entraînera avec certitude un changement climatique aux conséquences multiples. Bien sûr qu'il y a eu des cycles de transformation des températures de 2, 3, 4 degrés. Mais c'était sur 300-400 ans, voire des millénaires. Là, on parle d'élévation de température entre 2 au minimum et 5, 6 éventuellement, en 100 ans. La plupart des scientifiques s'accordent pour prédire une hausse du niveau des eaux qui, réchauffées, vont occuper un volume plus grand sous l'effet de la dilatation thermique. S'ajouteront encore les eaux issues de la fonte des glaciers. Certains pays constitués d'îles sont déjà menacés de disparition. Les habitants de Tuvalu négocient par exemple leur accueil en Nouvelle-Zélande. L'élévation du niveau des mers va concerner tous les pays qui ont des côtes. La Camargue risque d'être sérieusement affectée, pour prendre un seul exemple en France, par l'élévation du niveau des mers. La vague de chaleur en l'été 2003, elle a tout de même tué 15 000 personnes en France en quelques semaines. Un été comme celui de 2003, avant la fin du siècle, nous paraîtra comme un été frais, parce que une année sur 2, dès le milieu du siècle, on s'attend à avoir des étés aussi chauds que celui-là. Donc les effets sur la santé, sur les ressources en eau, pour l'agriculture, par exemple, l'élévation du niveau des mers, cela va concerner tous les pays et la France certainement aussi. Les précipitations vont augmenter sous les latitudes élevées et s'appauvrir dans les régions déjà sèches, augmentant probablement les conflits pour l'accès à l'eau. Au Bangladesh,
Les Iliens de Bola, suite aux inondations de 2005, ont alors quitté leurs îles pour s'entasser dans les bidonvilles de Dakar. Non seulement les rejets de CO2 dans l'atmosphère sont en très forte augmentation, mais les forêts qui absorbent du CO2 ont été à 80% détruites ou dégradées pendant les 30 dernières années, principalement en Amazonie, en Afrique équatoriale et en Asie du Sud-Est. Chaque année, près de 10 millions d'hectares sont rasés. L'exploitation minière de l'or, des diamants, de l'étain, de la bauxite, de l'uranium ou du fer endosse une lourde responsabilité dans la déforestation. Or, 40% du carbone terrestre est stocké dans les forêts. Lorsqu'on en rase une, le carbone qu'elle avait emmagasiné est libéré dans l'atmosphère, augmentant encore l'effet de serre. De plus, le déboisement des sols entraîne leur stérilité, des glissements de terrain ou la désertification. Les déserts augmentent dans des régions déjà très pauvres. La végétation, grignotée peu à peu par le sable, ne pousse plus et ne tient donc plus la terre qui s'affaisse. Au Mali, le désert progresse depuis 25 ans, notamment dans le nord du pays, dans la région de Kaï, où les éleveurs peuls sont contraints de migrer pour survivre. Enfin, les écosystèmes seront modifiés par les inondations, sécheresse, incendies, acidification des océans, appauvrissement des sols et la surexploitation des ressources. Un réchauffement, ne fût-ce que de 1,5 degré à 2,5 degrés au-dessus des températures actuelles en moyenne globale, menacerait d'un risque accru d'extinction, 20 à 30% des espèces végétales et animales connues dans le monde. Certaines espèces ont déjà commencé à disparaître et on peut également craindre des épidémies contagieuses pour l'homme dans les milieux bouleversés où les conditions d'hygiène vont se détériorer. C'est donc tout l'équilibre environnemental qui se trouve perturbé par ce changement climatique. Un véritable cercle vicieux s'instaure puisque chaque déséquilibre en entraîne un autre. L'humanité se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Face à la menace majeure que constituent les dérèglements climatiques, il lui appartient de changer de toute urgence et en profondeur ses logiques de consommation et de production. La négociation climatique, c'est probablement la première grande négociation nord-sud depuis la décolonisation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de bloc. On est vraiment dans une logique quasiment d'affrontement entre les deux. Toutes les questions reviennent dans la négociation climatique et je dirais toutes les amertumes, tous les conflits se retrouvent dans cette négociation. On est devant la première question à solidarité obligatoire de l'histoire humaine. Concurrence à l'eau, à l'alimentation, à l'énergie, aux matières premières, changement climatique qui déplace des centaines de millions de personnes. Vous voyez que vous avez là des moteurs de conflits tout à fait majeurs, et je dirais au-delà des bonnes ou des mauvaises intentions humaines. Et puis derrière, vous le savez bien, vous avez actuellement sur la planète plus de moyens de destruction, d'armes terrifiantes que l'on n'en a jamais eu dans l'histoire. Et donc, il faut vraiment faire tout le nécessaire pour que ce 21e siècle soit pacifique, parce que si ça n'est pas le cas, ça va très, très mal se passer. La révolution industrielle qui débute en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle transforme la société agricole en société industrielle. Dès 1895, le scientifique suédois Svante Arrhenius nous révèle que la quantité de CO2 présente dans l'atmosphère influe sur la température terrestre. Les activités humaines, en multipliant par 2 ces quantités, feraient monter la température de la Terre de 5 degrés. Dès 1950, début de la période de croissance économique appelée les 30 Glorieuses, la consommation de combustibles fossiles augmente et les rejets de CO2 dans l'atmosphère connaissent une hausse notable. Les recherches effectuées de façon approfondie à partir des années 40 permettent au physicien américain Gilbert Plass d'énoncer en 1957 avec certitude que l'effet de serre additionnel entraînerait un réchauffement climatique. En 1988,
les Nations Unies, alertées par le G7 quant à l'urgence de réduire les émissions de CO2, créent le GIEC. Celui-ci dénonce le réchauffement climatique engendré par l'homme. Le Fonds pour l'environnement mondial est créé en 1989, afin de permettre aux pays en voie de développement de protéger leur environnement. En mai 89, suivant l'initiative de la France, des Pays-Bas et de la Norvège, 24 pays s'engagent à lutter contre l'effet de serre et à stabiliser leurs émissions de gaz. En juin 92, le sommet de Rio, dit aussi Sommet de la Terre, débouche sur la signature de la Convention Climat. Elle a pour objectif de stabiliser les émissions à un niveau qui empêche toute perturbation de l'homme sur le climat, et ce, dans des délais raisonnables. En 1995, c'est le début des négociations afin d'obtenir des pays industrialisés des engagements quantifiés sur la réduction de leurs émissions. Cette décision, première étape vers le protocole de Kyoto, porte le nom de Mandat de Berlin. Les pays divisés tardent à s'entendre. Buenos Aires en 98, Bonn en 99, La Haye en 2000. Toutes ces villes accueillent des conférences sur les conditions climatiques et révèlent des statistiques inquiétantes. Le rapport annuel du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a mené une enquête auprès des 41 pays les plus pollueurs. 34 ont augmenté leur rejet entre 2000 et 2004. Parmi eux, le plus gros producteur de gaz à effet de serre, les États-Unis. Mais en 2004, l'acceptation par la Russie de signer un accord permet de remplir les conditions de mise en place du protocole de Kyoto, qui a finalement lieu en novembre 2005. Les pays signataires doivent respecter leurs engagements en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2012 et paient un impôt s'ils dépassent leur quota. C'est le principe du pollueur-payeur. Un nouvel accord devra être établi pour faire suite, en 2012, au protocole de Kyoto. Cet accord doit être décidé à la conférence de Copenhague en décembre 2009. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream. Power that pervades everything. I have a dream.